Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Pedro Sanchez va obtenir aujourd'hui la confiance des députés espagnols pour rester à la tête du gouvernement après 4 mois de blocage politique. L'occasion d'entamer un nouveau mandat dans une Espagne profondément divisée face à sa décision de concéder une loi d'amnistie aux indépendantistes catalans en échange de leur soutien. Comment le chef de gouvernement socialiste devrait-il gérer cette nouvelle donne? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Moustapha Akalay, il est universitaire et spécialiste des relations maroco-espagnoles depuis Fès. Bonjour à vous, Moustapha Akalay. Bonjour, monsieur Omar Baldi. C'est un honneur donc de participer à ce téléjournal. Avec vous aussi, avec nous aussi, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous. Alors, justement, sauf coup de théâtre, Pedro Sanchez devrait être reconduit ce matin à la tête du gouvernement espagnol, donc par le Parlement, après 4 mois de blocage. Alors, déjà, expliquez-nous quelle est la configuration sur le plan purement électoral, qui le soutiennent, combien de voix devrait-il obtenir selon ce qui est prévu ce matin? Il s'est assuré à la dernière minute l'appui de la coalition des îles de Canaries. Donc, il va avoir 179 voix. Il a l'appui des partis indépendantistes catalans comme Junts et Esquerra Republicana, l'appui du Bildu, parti aussi basque, le BNGA, c'est-à-dire le parti galicien, et à la fin, donc, il a eu cet appui des îles de Canaries. C'est un travail de longue haleine. Donc, les négociations, ils ont commencé déjà au mois d'août, où il a envoyé Santos Cerdán, qui est un proche, qui a passé, c'est-à-dire presque ces 3 mois avec Puigdemont à Waterloo, en train de le convaincre. Donc, il ne va pas y avoir de problème. Il sera investi ce matin. Et donc, l'Espagne aura un gouvernement après 4 mois de blocage, comme vous l'avez très, très bien souligné. Alors, justement, on sait que donc, ces soutiens ont été obtenus au prix quand même d'un sacrifice sur le plan idéologique, mais aussi sur le plan du principe de souveraineté. Pedro Sanchez accepte l'alliance avec les indépendantistes en contrepartie d'une loi d'amnistie. Alors, est-ce que cela nous conduit vers un gouvernement solide si cette promesse n'est pas tenue? Oui, il faut reconnaître chez Pedro Sanchez, c'est un animal politique. Il y a déjà un livre qui parle de lui comme l'immortel. C'est un résilient. C'est un politicien qui sait calculer, c'est-à-dire le timing, qui sait calculer le temps. Et en plus, il ne s'aventure pas comme ça. C'est un fin calculateur. Il a mis 4 mois pour négocier. C'est vrai, l'amnistie, c'était pas facile. Il fallait, c'est-à-dire voir comment on va l'adapter à la Constitution. Et donc, il a eu, c'est-à-dire l'appui de constitutionnalistes, de juristes qui l'ont orienté. Et donc, il s'est assuré surtout la paix des indépendantistes. C'est vrai que le conflit catalan était un conflit, il fallait gérer ce conflit. Et donc maintenant, dans la légalité constitutionnelle, dorénavant, il va y avoir des négociations entre partis. Donc, il a instauré ce qu'on appelle le dialogue avec les indépendantistes, ce que le Parti populaire ne voulait pas. Donc, le Parti populaire a déclaré la guerre aux indépendantistes et donc il a créé un faux conflit qui dure depuis des années. Mhm. Donc, alors, comment pensez-vous? Alors, je le rappelle que depuis les élections de juillet dernier, alors Sanchez n'était pas arrivé à la tête, mais c'est par l'incapacité de ses adversaires de la droite de former un gouvernement que lui a été donc confié, a été chargé de former ce gouvernement. Il a réussi donc à avoir cette majorité au niveau du Parlement. Quelle devrait être la réaction de l'opposition face à cette orientation en termes d'amnistie? On a vu les manifestations à Madrid et dans d'autres villes, mais quelle devrait être la réaction de l'opposition au Parlement? Malheureusement, l'opposition
Oui, malheureusement, le Parti populaire maintenant est prisonnier de l'extrême droite de Vox. Et donc, Vox, c'est un parti extrémiste donc, qui frise le fascisme, sachant que Abascal n'est qu'un ancien militant du Parti populaire. Et là, maintenant, ce qu'il cherche, c'est la fracture sociale. Et la droite espagnole populaire, au lieu de se libérer de l'extrême droite, est tombé malheureusement dans le piège et au lieu de calmer le jeu, chaque jour ils sont en train, c'est-à-dire de faire le scratch devant le siège du Parti socialiste Ferraz. Et moi, j'ai eu, c'est-à-dire, j'étais témoin ce dimanche entre Grenade et Malaga. J'ai vu la quantité, c'est-à-dire euh, d'adhérents, de supporters du Parti populaire ainsi que l'extrême droite allant vers le centre des villes et insulter carrément le président Sanchez, le traitant de tous les noms. Et ce qui est grave, c'est que l'extrême droite insulte même la culture musulmane. Il y a eu ce slogan, l'Espagne est chrétienne et non pas musulmane. On ne veut pas des morts, on ne veut pas des Marocains. L'Espagne n'est pas un zoo. Donc, c'est dangereux ce qui se passe. Mais je crois que l'Espagne est divisée en ce moment, mais Sanchez saura, c'est-à-dire gérer une politique progressiste, déjà avec ce qu'il a promis. Donc, il y a aussi, n'oublions pas, une quantité de progressistes espagnols qui sont pour ce gouvernement de coalition. Alors, comme je le rappelle, donc, Puigdemont, Sanchez a obtenu le soutien de nombreux partis, dont celui de Puigdemont. Mais pensez-vous que concrètement, cette loi d'amnistie qu'il propose a des chances d'aboutir? Eh ben oui, déjà l'Espagne a une tradition. Il y a eu cette amnistie une fois la Constitution de 78 acceptée. Ils ont eu, c'est-à-dire aussi une culture de pardon. Donc oui, ça va aboutir. Et surtout même Puigdemont, le parti indépendantiste, ça l'intéresse parce qu'on a vu comment lors des dernières élections en Catalogne, les deux partis indépendantistes, Esquerra Republicana et Junts, n'ont pas eu, c'est-à-dire un score très favorable. La preuve, c'est le Parti socialiste catalan qui a remporté ces élections et il a eu pas mal de sièges. En tout cas, c'est à suivre donc normalement, comme on le dit, sauf coup de théâtre, Pedro Sanchez devrait être reconduit ce matin avec 179 voix, donc au minimum au niveau du Parlement. Alors, justement, au-delà de ces questions de souveraineté et d'alliance politique, sur quoi cette majorité gouvernementale qui va se former s'est mise d'accord pour la conduite du pays concernant les autres dossiers? Oui, c'est qu'il a aussi, il s'est assuré l'appui de Soumar Yolanda Diaz, qui s'est distancé de Podemos. Donc là maintenant, il n'a plus ce blocage qu'il avait lorsqu'il avait comme vice-président Pablo Iglesias. Avec Yolanda Diaz, il va arriver à pas mal d'accords sur le plan, c'est-à-dire la loi du travail, l'aide au logement, l'aide, c'est-à-dire le transport gratuit, aux chômeurs, aux mineurs, aux jeunes. Donc on voit qu'il y a une politique progressiste qui va être instaurée et Sanchez, c'est un fin politicien. Il saura, c'est-à-dire discuter avec les indépendantistes basques comme les indépendantistes catalans. Donc, à part ce bruit, là maintenant, tous les jours, la droite qui part devant le siège du Parti socialiste, ils essaient de semer la zizanie, mais je crois que tout va rentrer dans l'ordre une fois passé, c'est-à-dire cette phase aujourd'hui. On voit comment l'extrême droite espagnole
qui a été toujours, c'est-à-dire dilué au sein de PP, au sein de l'Alianza Popular. C'est-à-dire que l'extrême droite n'a jamais disparu en Espagne. Le dernier, c'était Blas Piñar. En Catalogne, il y avait un monsieur Anglada. Mais là, avec ce Abascal, ils sont revenus sur scène. Et n'oublions pas que ce parti, il est financé par l'opposition iranienne. Donc, on n'arrive pas à comprendre comment un parti qui a été financé par l'opposition iranienne lui demandons d'avoir un europarlementaire comme ce Vidal Quadras pour représenter leurs intérêts au Parlement européen. Et en ce moment, Abascal, il a déjà une crise au sein de son parti. Il a un adversaire qui est une femme qui s'appelle Olana, qui vient juste de sortir, de publier un livre où il dénonce toutes les tracasseries de ce parti. Alors, revenons-en aux indépendantistes catalans. Alors, ne sont-ils pas revigorés avec cette nouvelle donne politique aujourd'hui qui fait d'eux les maîtres du jeu finalement? Oui, c'est vrai que Puigdemont, à la fin, il a gagné le pari, mais la situation était insoutenable. L'application de cet article 155, condamné à plus de 4000 militants, donc, qui étaient, c'est-à-dire condamnés, de ceux qui se sont exilés, d'autres qui attendaient une peine. Donc, je crois que déjà l'article 155, lorsqu'il a été élaboré lors de la Constitution, sachant que la Constitution espagnole n'a pas été élaborée par une assemblée constituante. C'est une constitution octroyée, élaborée par sept historiques des forces politiques de droite comme de gauche qui sont arrivés à un compromis. C'est vrai que pour la première fois que l'Espagne a connu une paix sociale, une paix politique, plus de 40 ans. Mais ça n'empêche que cette constitution doit être réformée aujourd'hui. Une constitution donc qui nécessite des réformes. Alors parlons des réalisations de Sanchez, hein, qui, je le rappelle, n'en est pas à son premier mandat. Sur la base de sa gouvernance jusque-là, quel bilan peut-on mettre à l'actif de ce chef de gouvernement socialiste? C'est un bilan positif, car il a géré la pandémie, donc il a eu, c'est-à-dire des moments difficiles lors de son investiture pendant ces 4 ans. Il a très très bien géré cette pandémie. Il a eu un problème très grave sur le plan climatique, ce volcan qui s'est déclaré aux îles de Canaries. Donc il a eu de tas de problèmes, mais instaurant des lois progressistes en faveur des démunis. Donc, il a même instauré ce revenu minimum aux gens qui avaient cette nécessité à un moment donné. Donc, Pedro Sanchez, là maintenant, vu sa coalition avec Sumar, avec Bildu, donc il va se voir dans l'obligation de mener une politique très progressiste et très à gauche. Alors, qu'en est-il sur le plan diplomatique? Parce qu'il est vrai que le retour au pouvoir de la droite faisait craindre, en tout cas, certaines ruptures, notamment avec des voisins comme le Maroc, par exemple. Sur ce plan-là, comment voyez-vous qu'il y a cette perspective d'organisation du Mondial 2030? Donc, globalement, on peut dire que peut-être l'horizon semble plus ou moins apaisé et dégagé avec le voisin espagnol. Ben oui, Pedro Sanchez, lorsqu'il est venu au Maroc, donc appuyant notre cause nationale, donc il a fait preuve, c'est-à-dire d'une grande amitié. De toute façon, le Maroc a toujours eu de très très bons rapports avec le Parti socialiste espagnol. Il y a surtout notre grand ami Zapatero. Zapatero a joué un grand rôle dans cette récupération de Pedro Sanchez, l'appuyant, faisant campagne avec lui pour remporter, c'est-à-dire ces élections.
Donc non, avec le Parti socialiste, on n'aura pas de problème. Au contraire, c'est des amis, c'est des gens qui apprécient beaucoup le Maroc et on va avoir, c'est-à-dire de très très bonnes relations avec Pedro Sanchez, qui avait déjà, c'est-à-dire preuve d'une amitié lorsqu'il est venu cet été à Marrakech, juste après les élections du 23 juillet. Donc sur ce plan, je tranquillise les Marocains, donc on va avoir de très très bonnes relations. On les a eu toujours avec Felipe González, Pedro Sanchez, Zapatero, et donc maintenant on va encore, c'est-à-dire commencer une nouvelle ère et surtout préparer ce mondial des années 30. À part le mondial, il faut qu'on travaille aussi la diplomatie culturelle, voir comment une coopération entre les universités, une coopération entre les partenaires économiques et faire des deux pays deux grands pays. Donc faire de deux voisins, deux grands pays. Donc je le rappelle que l'Espagne soutient désormais le plan d'autonomie donc au Sahara, donc que le gouvernement espagnol donc à travers Pedro Sanchez a fait savoir il y a de cela. On se rappelle de sa visite au Maroc durant laquelle une feuille de route avait été tracée donc et qui balise les relations entre les deux pays. Alors au-delà de ses voisins, de son voisin qu'est le Maroc, on voit aussi que l'Espagne a une posture extrêmement souverainiste au sein de l'Union européenne. L'Espagne ne s'aligne pas toujours sur les thèses de Bruxelles, comme on le voit actuellement sur le conflit au Proche-Orient entre Israël et les mouvements de la résistance palestinienne. Qu'est-ce qui explique cela selon vous, Moustapha Aklay? Eh ben, heureusement, c'est que l'Espagne est actuellement en train de présider l'Union européenne. On l'a vu hier. Eh ben, justement, Pedro Sanchez s'est déclaré pour un État palestinien. Je l'ai vécu ce dimanche où il y avait une manifestation d'extrême droite et en face, il y avait une manifestation pro-palestinienne. Donc, l'Espagne, sur ce plan, c'est un des rares pays européens aujourd'hui qui ont pris position pour les Palestiniens et qui dénoncent ce génocide qu'on assiste chaque jour. Malheureusement, c'est un génocide, comme l'a bien, c'est-à-dire déclaré cet avocat français qui a porté plainte déjà contre l'État d'Israël. Merci à vous, Moustapha Akalay. Je rappelle que vous êtes universitaire et spécialiste des relations maroco-espagnoles. Vous nous parliez depuis Fès. Ce fut un plaisir de vous avoir, Moustapha Akalay, avec nous. Ben, merci Amédien, merci aux téléspectateurs et un grand merci à tous les Marocains et à mes Tangérois. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.